Mon père m'a exclu du groupe WhatsApp familial puis ils ont découvert que j'avais acheté la maison où il. Mon père m'a exclu du groupe WhatsApp familial parce que ma femme est mexicaine et il a dit qu'il devait protéger les conversations privées de la famille des personnes extérieures. Pendant 3 mois, ils ont organisé des barbecues, des anniversaires, et même le baptême de mon neveu sans m'inviter, tandis que je continuais à déposer chaque mois la somme qui sauvait la maison de la saisie. Je n'ai découvert que j'avais été retiré que lorsque mon cousin David m'a appelé, ne comprenant pas pourquoi je ne répondais pas aux messages concernant le baptême de mon neveu. Le baptême d'un enfant dont j'ignorais même l'existence jusqu'à cet appel. J'étais assis dans mon bureau à domicile à Phoenix, travaillant sur un audit de cybersécurité, quand la voix de David a retenti dans mon casque avec une véritable perplexité. « Mec, ton père n'arrête pas de demander pourquoi tu n'as pas confirmé ta présence pour le baptême de Tyler. Tu n'as pas vu les messages, a-t-il demandé. J'ai ouvert WhatsApp sur mon deuxième écran. Le groupe de la famille Morrison, qui existait depuis 6 ans, avait tout simplement disparu. Pas archivé, pas mis en sourdine, complètement supprimé de ma liste de discussion. Mes mains se sont immobilisées sur le clavier. Isabelle, ma femme, est passée devant la porte de mon bureau en transportant du linge, ses cheveux sombres attachés en queue de cheval, ignorant complètement que ma famille m'avait effacé numériquement. Je ne suis plus dans le groupe, ai-je dit lentement, ma voix stable malgré le sentiment amer qui se propageait dans ma poitrine. David est resté silencieux pendant 3 longues secondes. Comment ça, tu n'es plus dans le groupe? C'est exactement ce que ça veut dire. Vérifie la liste des membres. Je l'ai entendu tapoter sur son téléphone. Bon sang, tu n'y es vraiment pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Je n'en ai aucune idée. C'est quand, le baptême? Ce dimanche, à l'église Sainte-Agnès. C'est ton père qui a tout organisé. Mélissa a publié des photos des décorations. Comment pouvais-tu ne pas être au courant du baptême de ton propre neveu? Après que David a raccroché, promettant de découvrir ce qui s'était passé, je suis resté assis à regarder mon application bancaire. Le virement avait été effectué il y a 3 jours, comme chaque mois depuis 4 ans. 1400 € déposés sur le compte courant joint de mes parents. Le compte qui empêchait leur maison de Scottsdale d'être saisie, après que la pension de l'entreprise de construction de mon père ne suffisait plus à couvrir le prêt hypothécaire à taux variable qu'il avait contracté pour rénover la cuisine. J'avais 29 ans quand mon père m'avait appelé, la voix tendue par une fierté qui s'effritait. La banque avait envoyé un avis de pré-saisie. Maman pleurait en arrière-plan. Kevin, mon frère aîné, venait de perdre son emploi chez le concessionnaire pour la 3e fois. Mélissa était enceinte de 7 mois et son mari gagnait à peine assez pour les faire vivre. J'étais le seul avec un revenu stable et un bon crédit. J'ai besoin de 1400 € par mois, avait dit papa, incapable de le formuler comme une demande. Juste le temps que je règle le refinancement. 4 ans plus tard, le refinancement n'avait jamais eu lieu. Les 1400 € étaient devenus permanents, attendus, jamais reconnus comme autre chose que ce qu'un fils devrait faire. J'avais automatisé le virement, honnêtement, j'avais cessé d'y penser autrement que comme une simple ligne dans mon budget. Isabelle était au courant. Elle ne s'était jamais plainte, même si cet argent aurait pu rembourser ses prêts étudiants depuis longtemps. David a rappelé 30 minutes plus tard, la voix basse et en colère. J'ai parlé à tante Linda. Elle a dit que ton père t'avait retiré du groupe il y a 6 semaines. Elle a essayé de lui dire que ce n'était pas bien, mais il a répondu qu'il devait protéger les conversations privées de la famille des personnes extérieures. Des personnes extérieures, ai-je répété. Le mot avait un goût de rouille. Ouais. Sous-entendant Isabelle. Il a dit à maman qu'il devait pouvoir parler librement sans s'inquiéter que la Mexicaine voie leur message. La Mexicaine. Ma femme depuis 5 ans. La femme qui apportait des tamales faits maison à chaque Noël en famille. Qui avait appris à faire la recette des boulettes de viande suédoise de ma grand-mère. Qui avait supporté des dîners de Thanksgiving de 3 heures, souriant à travers les commentaires de plus en plus pointus de mon père sur les « vrais Américains » et les « gens d'ici ». Isabelle est apparue à la porte de mon bureau, le visage inquiet. « Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air malade. » J'ai tourné mon écran vers elle,
lui montrant l'application bancaire avec sa colonne bien nette de virement de 1 400 € chaque mois pendant 48 mois. Un total de 67 200 €. Puis je lui ai raconté ce que David avait dit. Elle n'a pas pleuré. Isabelle subissait le racisme à peine dissimulé de mon père depuis 5 ans. Ce qu'elle a fait, c'est s'approcher de moi, poser sa main sur mon épaule et prononcer 5 mots qui ont tout changé. « Vas-tu arrêter ?» Je l'ai regardée. Ma femme, avec son salaire d'enseignante qui allait aider ses parents à Hermosillo. Ma femme qui ne m'avait jamais demandé de choisir entre elle et ma famille, même si le choix aurait dû être évident dès le premier jour. Non, je me suis entendu dire. Je vais continuer à payer chaque mois, ponctuellement. Ses sourcils se sont haussés. Pourquoi ? Parce que je veux savoir exactement combien coûte l'hypocrisie de ma famille. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter. Chaque virement, chaque date, chaque numéro de confirmation. Je voulais un enregistrement parfait de chaque euro que je leur donnais pendant qu'ils décidaient que ma femme était trop mexicaine pour voir leur conversation privée. La main d'Isabelle s'est resserrée sur mon épaule. Elle a compris, probablement avant moi, que je n'étais pas généreux. Je constituais un dossier. Au cours des 2 semaines suivantes, David est devenu mon espion sans même que je le lui demande. Il a commencé à m'envoyer des captures d'écran du groupe familial, des invitations à des fêtes d'anniversaire, des photos du baptême auquel je n'étais pas invitée. Mon neveu Tyler dans son minuscule costume blanc, entouré de toute ma famille. Maman, papa, Kevin avec sa nouvelle petite amie, Melissa avec son mari et ses enfants, même des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Il y avait une photo de papa lors d'un barbecue dans le jardin, debout devant le grill sur mesure qu'il avait installé avec l'argent de mes virements automatisés, tenant une bière et riant. La légende de Kevin disait, le meilleur père du monde. Merci d'avoir organisé ça. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran dans un dossier intitulé « Famille » sur mon disque crypté. La pire est arrivée début août. C'était un message de papa dans le groupe familial. Tout le monde, n'oubliez pas que nous gardons nos projets ici. Ce qui se dit dans la famille reste dans la famille. Aucune personne extérieure n'a besoin de connaître nos affaires. Melissa avait répondu avec un pouce levé. Kevin avait écrit, d'accord. La famille d'abord. Mon doigt a survolé le contact d'Isabelle. Je voulais lui montrer, partager ma rage. Mais elle était dans l'autre pièce, en appel vidéo avec ses parents en espagnol, riant de quelque chose que son père disait. Sa famille m'avait accueilli instantanément, sans aucune réserve. Sa mère m'appelait « Mijo ». Son père m'avait appris à griller correctement la carne asada. Le contraste était insupportable. Septembre est arrivé avec la chaleur brutale de Phoenix. Le virement mensuel a été effectué comme prévu. J'ai ajouté une note dans ma feuille de calcul, mois 49, toujours exclu, toujours payant. David m'a envoyé des photos de la fête du 62e anniversaire de mon père. Toute la famille était là, dans un restaurant où je les avais emmenés pour la fête des mères 2 ans auparavant. Ma chaise à table était clairement, délibérément vide. Mais ce que David m'a dit ensuite m'a glacé le sang. Ton père se plaignait d'argent à la fête, m'a dit David au téléphone. Il a dit que sa pension couvrait à peine les factures. Kevin lui a demandé comment il s'en sortait et ton père a répondu qu'il avait ses méthodes et a vite changé de sujet. Nathan, je ne pense pas qu'aucun d'entre eux sache que tu envoies encore de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que ton père s'attribue le mérite de conserver la maison. Ta mère pense que sa pension a été augmentée ou quelque chose comme ça. Ils n'ont aucune idée que tu es la raison pour laquelle ils ne sont pas à la rue. Je me suis adossée à mon fauteuil de bureau, l'image complète se cristallisant. Papa m'avait retiré du groupe familial, m'avait exclu de chaque événement pendant 3 mois, avait traité ma femme d'étrangère, et déposait tranquillement mes 1 400 € chaque mois sans dire à personne d'où il venait, les laissant tous croire qu'il gérait tout lui-même. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'ai passé les 6 semaines suivantes à devenir quelqu'un que je n'avais jamais été. Méthodique, calculateur et entièrement concentré sur la documentation. Chaque matin avant le travail, je vérifiais les captures d'écran du groupe WhatsApp que David m'envoyait.
Chaque soir, je mettais à jour ma feuille de calcul avec des notes sur les événements familiaux auxquels je n'étais pas invitée. Isabelle a observé cette transformation avec inquiétude au début, puis avec quelque chose qui ressemblait à une sombre approbation. Tu construis quelque chose, a-t-elle dit un soir de fin septembre, en me regardant organiser des fichiers sur mon ordinateur. Quoi exactement? Des preuves, ai-je répondu. Des preuves parfaites. Incontestables. Le virement de septembre a été effectué. Moi 50, 70 000 euros au total. J'ai ajouté une nouvelle colonne à ma feuille de calcul, jour depuis le dernier contact familial. Le nombre augmentait régulièrement, 45, 50, 60 jours. David m'a appelé début octobre avec une nouvelle qui m'a fait serrer la mâchoire. Ton père prépare un énorme dîner de Thanksgiving cette année. Il invite une vingtaine de personnes. Il a loué des tables et tout. Il se vante qu'il va fumer 2 dindes et une poitrine de bœuf. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Je ne suis pas invité. Tu n'es même pas mentionné, mec. C'est comme si tu n'existais pas, j'ai consulté mes prévisions budgétaires. 2 dindes fumées, une poitrine de bœuf, des tables de location, des décorations pour 20 personnes. Cela coûterait au moins 750 €, probablement plus. De l'argent que papa était censé ne pas avoir, selon ses plaintes concernant sa maigre pension. De l'argent qui était mystérieusement disponible parce que 1 400 € apparaissaient sur son compte chaque mois comme par magie. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau document intitulé « Chronologie de l'exclusion ». J'ai commencé à tout noter avec une précision méticuleuse. 15 juin, retiré du groupe familial sans notification. 20 juin, baptême du neveu a eu lieu à mon insu. 8 juillet, fête d'anniversaire de papa, délibérément non invité. 22 août, photo du barbecue familial publiée sur Facebook alors que j'étais bloqué du groupe privé. Isabelle a lu par-dessus mon épaule. Tu vas vraiment le faire. C'est eux qui ont choisi ça, ai-je dit. Chacun d'entre eux. Maman savait que j'avais été retirée et n'a rien dit. Kevin et Melissa ont participé à chaque événement en sachant que j'étais exclue. Ils ont fait un choix. Maintenant, ils vont devoir vivre avec les conséquences. Et quand est-ce qu'ils le découvriront? J'ai regardé le calendrier sur mon mur. Thanksgiving était dans 6 semaines. Noël dans 10. À Noël, ai-je dit. Je vais tout leur dire à Noël. Les yeux sombres d'Isabelle ont étudié mon visage. Tu as changé. Ils m'ont changé. Le virement d'octobre a été effectué. Moi 51. 71 400 €. J'ai reçu des captures d'écran du groupe familial discutant de la logistique de Thanksgiving. Melissa demandait si elle devait apporter sa fameuse cassolette de haricots verts. Kevin proposait d'aller chercher de la glace. Maman a posté un message disant à quel point elle était bénie d'avoir une famille si merveilleuse qui se réunissait toujours pour les fêtes. Je n'ai pas été mentionnée une seule fois. Début novembre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Kevin m'a appelé directement pour la première fois en 5 mois. Mon téléphone a affiché son nom et je l'ai fixé pendant 3 sonneries avant de répondre, mon rythme cardiaque s'accélérant d'espoir. Je me suis immédiatement détestée de ressentir cela. Nathan. Salut, c'est Kevin. Je sais. De quoi as-tu besoin? Un silence. C'est une drôle de façon de répondre au téléphone, frérot. Vraiment? On ne s'est pas parlé depuis juin. Tu ne m'as pas invité au baptême de ton fils. Tu n'as répondu à aucun de mes textos. Alors oui. Je suppose que tu as besoin de quelque chose. Un autre silence. Plus long cette fois. Écoute, je sais que les choses ont été bizarres dernièrement. Bizarre? C'est un mot pour le décrire. Papa a dit que tu étais très occupé par le travail, que tu n'avais pas de temps pour les trucs de famille. Le mensonge était si désinvolte, si complet que j'ai failli rire. C'est ce qu'il a dit? Ouais. Bref, je t'appelle parce que ma boîte de vitesse vient de lâcher. Le garage me demande 3 700 € pour les réparations. Je me demandais si tu pouvais m'avancer l'argent. Je te rembourserai par mensualité.
J'ai ouvert ma feuille de calcul pendant que Kevin parlait, faisant défiler 51 mois de virement à nos parents. Kevin n'en savait rien. Il pensait que papa était financièrement indépendant. Il n'avait aucune idée que je maintenais la maison de nos parents hors de la saisie depuis 4 ans tout en travaillant à plein temps et en construisant ma propre vie. Kevin, quand a eu lieu notre dernière conversation qui ne consistait pas à ce que tu me demandes de l'argent? Allez, mec. Ne sois pas comme ça. La famille aide la famille. La famille, ai-je répété. Dis-moi, est-ce qu'Isabelle est considérée comme faisant partie de la famille? Silence au bout du fil. Un silence lourd, coupable. Kevin, suis-je toujours dans le groupe WhatsApp familial? Je veux dire, c'est le truc de papa. Je ne contrôle pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Suis-je dans le groupe? Non, a-t-il finalement admis. Mais ça ne veut pas dire. As-tu assisté au baptême de mon neveu? Nathan, allez. As-tu assisté à un baptême auquel je n'étais pas invité, puis posté des photos sur les réseaux sociaux en sachant que je pourrais les voir? Papa a dit que tu étais occupé. Papa t'a menti. On ne m'a jamais parlé du baptême. J'ai été retirée du groupe familial en juin parce que papa a décidé que ma femme était une personne extérieure qui ne devrait pas voir les conversations privées de la famille. Et vous avez tous suivi. Chacun d'entre vous. La respiration de Kevin a changé. Écoute, je ne me mêle pas des histoires de papa. Tu t'es impliqué au moment où tu as assisté à des événements familiaux auxquels tu savais que je n'étais pas invité. Tu t'es impliqué quand tu as posté des photos de famille heureuse sans te demander pourquoi ton frère n'était pas là. Alors, tu ne vas pas m'aider pour ma boîte de vitesse? Le sentiment que tout lui était dû dans sa voix était stupéfiant. Non, Kevin. Je ne vais pas t'aider avec ta boîte de vitesse. Mais on se verra à Noël. Quoi? Papa a dit que tu ne viendrais probablement pas à Noël. Oh, je serai là, ai-je dit. Tu peux compter le dessus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Isabelle se tenait à la porte, les bras croisés. Ton frère n'a aucune idée de ce que tu fais pour tes parents. Aucun d'eux ne le sait. Papa s'est attribué tout le mérite. Le virement de novembre a été effectué. Moi 52. 72 800 €. Les captures d'écran de David montraient le groupe familial en pleine effervescence pour Thanksgiving. Maman postait sur la planification de son menu. Mélissa partageait une photo de ses enfants faisant des dindes en empreinte de main sur la table à manger que l'argent de papa mon argent avait acheté. Papa a posté un message qui a fait trembler mes mains. J'ai hâte d'avoir toute ma famille réunie pour Thanksgiving. C'est ça, l'essentiel. Les gens qui comptent le plus, rassemblés autour d'une table. Toute sa famille. Les gens qui comptent le plus. Je n'étais même plus un fantôme pour eux. J'étais complètement effacée. Thanksgiving est arrivé un jeudi de fin novembre. Les parents d'Isabelle nous avaient invités à le passer avec eux à Hermosillo, mais j'ai décliné, prétextant des obligations professionnelles. La vérité, c'est que je voulais rester dans mon appartement de Phoenix pendant que ma famille se rassemblait à 30 minutes de là, à Scottsdale, mangeant de la nourriture achetée avec de l'argent dont ils ignoraient la provenance. Isabelle n'a pas discuté. Elle a compris ce dont j'avais besoin. Nous avons commandé de la nourriture chinoise et l'avons mangée en silence pendant que j'actualisais le fil de messages de David, attendant les photos que je savais qu'il enverrait. Elles sont arrivées à 19h. Papa souriant devant le fumoir. Les 2 dindes parfaitement dorées. Les tables de location installées dans le jardin, couvertes de décorations d'automne. 23 personnes au total, selon le décompte de David. Maman dans sa belle robe. Kevin avec sa nouvelle petite amie que je n'avais jamais rencontrée. Les enfants de Mélissa courant partout avec leurs cousins. Tout le monde souriant, riant, célébrant l'unité familiale. J'ai sauvegardé chaque photo dans mon dossier crypté, maintenant intitulé « Preuve d'exclusion ». Isabelle s'est assise à côté de moi sur le canapé, sa main trouvant la mienne. Plus qu'un mois. Plus qu'un mois, ai-je acquiescé. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je préparais depuis des semaines. J'ai rédigé un email à ma famille, mais je ne l'ai pas envoyé.
Je l'ai sauvegardé dans mes brouillons, le révisant chaque jour, perfectionnant chaque mot. L'email contenait un décompte complet de chaque virement que j'avais effectué pendant 52 mois, chaque date, chaque montant, chaque numéro de confirmation. Il incluait des captures d'écran du groupe WhatsApp familial d'avant mon exclusion. Il incluait des captures d'écran de chaque événement auquel je n'avais pas été invité après le 15 juin. L'objet était le véritable coup de la famille d'abord. Je n'allais pas l'envoyer tout de suite. Cela leur donnerait le temps de préparer des excuses, d'élaborer leur défense. Non, j'allais le lire à voix haute au dîner de Noël, devant toute la famille élargie, puis l'envoyer depuis mon téléphone en me tenant dans leur salon, pour qu'ils ne puissent pas prétendre que j'avais tout inventé. David m'a appelé le premier vendredi de décembre. La planification de Noël commence dans le groupe. Ton père parle de faire un échange de cadeaux à l'aveugle cette année. Cadeau de 50 € maximum. Parfait, ai-je dit. Dis-moi quand il finalise la date et l'heure. Nathan, qu'est-ce que tu prépares exactement? La justice, ai-je répondu. Dis-moi, est-ce que papa mentionne parfois être stressé par l'argent dans le groupe? Tout le temps. Pas plus tard qu'hier, il se plaignait de l'augmentation des impôts fonciers. J'ai consulté les registres des impôts fonciers pour l'adresse de mes parents. La facture annuelle était de 5 700 €, payable en 2 versements. Le premier versement était dû en octobre. La pension de papa ne pouvait pas couvrir ça, plus l'hypothèque, plus les charges, plus la nourriture. Mais les 1 400 € que j'envoyais chaque mois lui donnaient juste assez de marge pour tout gérer. Et il n'avait jamais dit à personne que j'aidais. David, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. À Noël, j'ai besoin que tu t'assures que tout le monde est là avant mon arrivée. Envoie-moi un texto quand papa sera en train d'ouvrir ses cadeaux ou de porter un toast, quelque chose comme ça. Je veux un public maximal. Tu vas vraiment opter pour la politique de la terre brûlée. Ils ont commencé les premiers. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte parce que je continuais d'arroser leurs cendres avec de l'argent. Décembre avançait avec une lenteur angoissante. Le virement mensuel a été effectué. Mois 53. 74 200 €. David a envoyé des captures d'écran de la planification de Noël. Maman voulait que tout le monde soit là pour 14 h le 23 décembre. Papa prévoyait son fameux dîner de côte de bœuf. Mélissa organisait un échange de biscuits. Et puis, 8 jours avant Noël, David m'a envoyé une capture d'écran qui a cristallisé toute la situation en une clarté parfaite et terrible. C'était un message de papa dans le groupe familial. Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant pour vous tous. Les temps ont été durs financièrement, mais nous avons réussi à garder cette maison et cette famille unie grâce au travail acharné et au sacrifice. Je suis fier que nous n'ayons jamais eu à dépendre de quiconque en dehors de la famille. Nous nous occupons des nôtres. C'est la voix des Morrison. Jamais eu à dépendre de quiconque en dehors de la famille. Nous nous occupons des nôtres. J'ai lu le message 7 fois, sentant quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement de l'exclusion. C'était du vol. C'était de la fraude. Papa mentait activement sur la source de l'argent qui maintenait leur vie stable, s'attribuant le mérite de mon sacrifice tout en m'effaçant du récit familial. Isabelle m'a trouvé en train de regarder mon téléphone dans le salon sombre. Que s'est-il passé? Je lui ai montré le message. Elle l'a lu 2 fois, puis s'est assise à côté de moi. Nathan, tu dois comprendre quelque chose. Quand tu feras ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vas faire exploser toute ta famille. Ils l'ont déjà fait exploser, ai-je dit. Je vais juste leur montrer le cratère dans lequel ils se tiennent depuis 6 mois. Certains d'entre eux ne savaient peut-être pas toute l'étendue de ce que faisait ton père. Ils ont tous assisté à des événements auxquels je n'étais pas invité. Ils ont tous vu ma chaise vide et n'ont rien dit. Ils ont tous choisi le confort plutôt que de dénoncer le racisme et l'exclusion. Je les regardais. Cette femme que mon père avait appelée une étrangère. Chacun d'entre eux a fait le mauvais choix. Elle a étudié mon visage un long moment. D'accord. Alors on fait ça ensemble. Je viens avec toi à Noël. Isabelle, ils ne veulent pas de toi là-bas. Exactement.
C'est pour ça que je viens. Les 2 dernières semaines avant Noël se sont déroulées comme dans un rêve, où tout semble à la fois trop rapide et incroyablement lent. Je peaufinais ma présentation chaque soir, ajoutant des détails, retirant l'émotion, la rendant clinique et indéniable. Isabelle m'a aidé à imprimer la documentation, 53 relevés bancaires montrant des virements automatisés de 1 400 € à la même date chaque mois. 4 ans de dossiers financiers, une chronologie de mon exclusion avec date, événements et capture d'écran. Tu constitues un dossier de procureur, a observé Isabelle un soir, en me regardant perforer des pages et les organiser dans des classeurs. C'est exactement ce que c'est, ai-je répondu. Et je ne veux aucune place à l'interprétation. David a continué d'envoyer des captures d'écran du groupe familial. Les préparatifs de Noël s'accéléraient. Maman postait sur sa virée shopping avec Mélissa pour acheter des décorations pour la maison. Kevin partageait une photo de la bouteille de whisky cher qu'il avait achetée pour le cadeau de papa. La famille élargie, tante, oncle, cousin confirmait sa présence dans un flot de messages enthousiastes. Le 18 décembre, papa a posté, plus que 5 jours avant notre célébration de Noël. Hâte de voir tout le monde. Cette année a été difficile, mais nous sommes restés forts en tant que famille. J'ai hâte de célébrer cette force ensemble. J'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée au classeur sous un onglet intitulé « Fausse déclaration ». Le même soir, Kevin m'a envoyé un texto directement, pour la première fois depuis la conversation sur la boîte de vitesse. « Et, tu viens à Noël ou quoi ? Papa a dit qu'il n'avait pas eu de tes nouvelles. » J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. « Je serai là. » Cool. Tu peux apporter des tamales d'Isabelle ? Tout le monde les adore. L'audace désinvolte de sa demande m'a paralysée. Il voulait que ma femme exclue fournisse de la nourriture à la famille qu'il avait qualifiée d'étrangère. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de me décider pour un simple « non ». 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis plus rien. Kevin n'a pas répondu. Isabelle a vu mon expression. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Quand je lui ai dit, elle a ri. Un son sec et amer que je ne lui avais jamais entendu faire. Bien sûr, ils veulent mes tamales. Ils veulent tout de nous, sauf notre présence. Plus que 4 jours, ai-je dit. Le 20 décembre, j'ai fait quelque chose qui me semblait à la fois nécessaire et cruel. Je suis allée à la banque et j'ai programmé l'annulation de mon virement automatisé. Le dernier paiement serait traité le 15 décembre. Il n'y aurait pas de paiement en janvier, pas de paiement en février, plus jamais de paiement. L'hypothèque, qui était à jour depuis 4 ans, serait soudainement amputée de 1 400 € chaque mois, indéfiniment. Le représentant de la banque qui traitait l'annulation a regardé l'historique des virements. C'est beaucoup d'argent sur une longue période. Puis-je vous demander pourquoi vous arrêtez ? Décision familiale, ai-je simplement dit. Ce soir-là, j'ai calculé les échéances. La pension de papa était de 3 000 € par mois. L'hypothèque était de 2 600 €. Il restait 400 € pour tout le reste, impôts fonciers, charges, nourriture, assurance, entretien. 400 € pour faire vivre 2 personnes pendant un mois entier. Sans mes 1 400 €, le château de cartes s'effondrerait d'ici février. Isabelle m'a regardé faire les calculs. Tu ne fais pas que les confronter. Tu détruis leur stabilité financière. Ils auront toujours des options, ai-je dit. Ils peuvent vendre la maison, prendre plus petit, déménager dans un appartement. Il y a des solutions. Mais tu ne vas pas leur proposer ces solutions. Non, ai-je dit, levant les yeux vers elle. Est-ce mal ? Elle a réfléchi attentivement. Si tu m'avais demandé ça il y a 6 mois, j'aurais probablement dit oui. Mais ils ont passé 6 mois à t'effacer tout en prenant ton argent en secret. Ils m'ont traité d'étrangère en mangeant la nourriture que j'apportais. Ils ont parlé de valeurs familiales tout en excluant leur propre fils. Elle a secoué la tête. Je pense que certaines conséquences sont méritées. Le 22 décembre est arrivé. David a texté, maison pleine de mains. Papa attend une 30aine de personnes. Il cuisine depuis hier. L'endroit est magnifique. J'ai répondu, à quelle heure devrais-je arriver ? Attends,
Tu viens vraiment? Ton père est au courant? Non. Je veux que ce soit une surprise. À quelle heure y aura-t-il le plus de monde? Une longue pause. Bon sang, Nathan, tu vas vraiment le faire. Probablement vers 15 heures. C'est à ce moment-là que papa porte généralement son toast avant le dîner. Parfait. Je serai là à 15 heures. Ce soir-là, j'ai préparé ma tenue pour le lendemain. Pantalon de ville, chemise, blazer. Professionnel, maîtrisé. J'ai mis mon classeur de preuves dans une sacoche en cuir. J'ai chargé mon téléphone à fond et vérifié 3 fois que l'email était prêt dans mes brouillons. Isabelle a observé ses préparatifs avec inquiétude. Tu n'as pas bien dormi depuis des jours. Je dormirai après-demain. Nathan, une fois que tu auras fait ça, ta relation avec ta famille sera terminée. Complètement terminée. Es-tu prêt pour ça? J'ai pensé au baptême auquel je n'avais pas été invité. À la fête d'anniversaire où ma chaise était vide. Aux photos de Thanksgiving de tous ceux que j'aimais réunis sans moi. Au message où papa prétendait qu'il n'avait jamais dépendu de quiconque en dehors de la famille, alors que mon virement automatisé sauvait sa maison de la saisie. Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Nous avons à peine dormi cette nuit-là. À 2 heures du matin, j'ai trouvé Isabelle dans la cuisine en train de faire du café. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passera après, a-t-elle admis. Ta mère va me détester encore plus. Maman a choisi son camp il y a 6 mois quand elle n'a rien dit à propos du groupe WhatsApp. Tes frères et sœurs vont perdre leur héritage. Cette maison est probablement le seul bien que tes parents possèdent. Ils pourront choisir de soutenir les mensonges de papa ou d'accepter la vérité. Dans tous les cas, il y a des conséquences. Elle a versé du café dans 2 tasses, me tendant l'une d'elles. Ma famille ne comprendrait jamais ça. Dans notre culture, la famille, c'est tout. On pardonne, on va de l'avant. Ta famille ne m'aurait jamais exclu en premier lieu. C'est vrai. Elle a bu une gorgée de son café. D'accord. Je suis avec toi. On fait ça ensemble. Le 23 décembre s'est levé, clair et froid pour Phoenix. 15 degrés avec un ciel d'un bleu vif. Je me suis douchée, habillée, j'ai vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle. David a envoyé des mises à jour tout au long de la matinée. Les gens commencent à arriver. Beaucoup de voitures dans l'allée. Ton père porte son pull de Noël et joue les hôtes. À 14h30, Isabelle et moi sommes montés en voiture. Le trajet de Phoenix à Scottsdale a duré 35 minutes avec peu de circulation. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. Isabelle tenait ma main sur la console centrale, sa poigne ferme. À 14h55, nous sommes arrivés dans la rue de mes parents. La vue m'a frappé plus fort que prévu. Une douzaine de voitures garées des 2 côtés de la route. Des guirlandes de Noël enroulées autour de chaque pilier et rampe de la maison où j'avais grandi. La maison que j'avais sauvée de la saisie sans que personne ne le sache. La maison où, à l'intérieur, toute ma famille célébrait Noël sans moi. Mon téléphone a vibré. David. Papa est sur le point de porter son toast. Environ 25 personnes ici. C'est maintenant ou jamais. J'ai regardé Isabelle. Dernière chance de changer d'avis. Elle a secoué la tête. Allons-y, nous avons remonté l'allée, côte à côte. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir des gens bouger, rire, tenir des verres. La musique de Noël s'échappait, étouffée par les murs. J'ai levé la main pour sonner, puis je me suis arrêtée. En fait, ai-je dit, utilisons ma clé. Je n'avais jamais rendu ma clé de la maison. Ils ne me l'avaient jamais demandé, probablement parce qu'ils avaient si complètement effacé mon existence de leur esprit qu'ils avaient oublié que j'en avais une. Je l'ai glissée dans la serrure, l'ai tournée et j'ai poussé la porte d'entrée. Le son de la musique de Noël s'est amplifié. Les rires et les conversations emplissaient l'air. L'odeur de la côte de bœuf et des légumes rôtis. Je suis entrée dans le vestibule avec Isabelle à mes côtés, et pendant un instant, personne ne nous a remarqués. Le salon était bondé de membres de la famille. J'ai vu des tantes, des oncles, des cousins que j'avais connus toute ma vie.
Tout le monde était habillé de façon festive, tenant des verres, souriant. Puis quelqu'un m'a vu. Ma cousine Julie. Son visage est passé de la joie au choc, sa bouche formant un O parfait. Elle a donné un coup de coude à la personne à côté d'elle, qui s'est retournée et m'a vu. La réaction s'est propagée dans la pièce comme une vague. Les conversations se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées. La musique de Noël semblait soudain trop forte dans le silence grandissant. J'ai vu Kevin près de la cheminée, son bras autour de sa petite amie. Son visage est devenu pâle. J'ai vu Mélissa sur le canapé, tenant un de ses enfants. Son expression est passée de la surprise à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. J'ai vu maman à l'entrée de la cuisine, sa main se levant vers sa bouche. Et puis j'ai vu papa, debout au centre du salon avec un verre de vin levé, clairement interrompu au milieu de son toast. Son visage a subi plusieurs transformations, confusion, reconnaissance, puis quelque chose de plus dur. Une colère défensive. « Nathan » a-t-il dit, sa voix tranchant le silence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis entrée complètement dans le salon, Isabelle à mes côtés, sa présence délibérée et indéniable. J'ai posé ma sacoche sur la table basse avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de marteau de juge dans la pièce silencieuse. « Je suis ici pour Noël, papa » ai-je dit, ma voix stable et claire. « Tu sais, cette fête de famille que nous célébrons ensemble ? J'ai apporté quelques petites choses que je voulais partager avec tout le monde. » Maman s'est avancée depuis la cuisine. « Nathan, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. » En fait, maman, c'est le moment parfait. Tout le monde est là. Toute la famille, n'est-ce pas ? C'est ce que papa était en train de dire dans son toast. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. À quoi portais-tu un toast ? La force de la famille ? Les valeurs familiales ? La mâchoire de papa s'est crispée. Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais c'est déplacé. Vraiment ? Est-ce déplacé de se présenter à un Noël en famille ? Ou est-ce seulement déplacé quand ton fils amène sa femme mexicaine ? J'ai fait un geste vers Isabelle. Tu te souviens d'Isabelle, n'est-ce pas ? Ma femme depuis 5 ans. La personne extérieure qui ne devrait pas voir les conversations privées de la famille. Des halètements audibles ont parcouru la pièce. Plusieurs personnes semblaient véritablement choquées, regardant alternativement papa et moi. Tante Marie, la sœur de papa, a pris la parole. « Robert, de quoi parle-t-il » J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je parle du fait d'avoir été retiré du groupe WhatsApp familial en juin parce que papa a décidé qu'Isabelle était une menace pour la vie privée de la famille. Je parle de ne pas avoir été invité au baptême de mon neveu, à la fête d'anniversaire de mon père, au dîner de Thanksgiving, il n'y a aucun événement familial depuis 6 mois. Ce n'est pas, a commencé papa. J'ai des captures d'écran, ai-je interrompu, ouvrant ma galerie de photos. David me les a transférées. Vous voulez voir ? 15 juin, papa poste sur le fait de retirer les personnes extérieures des conversations familiales. 8 juillet, photo de la fête d'anniversaire sans moi. 22 août, barbecue familial. 26 novembre, Thanksgiving pour 23 personnes pendant qu'Isabelle et moi mangions de la nourriture chinoise seuls. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Même les enfants avaient cessé de faire du bruit. Maman avait l'air de pouvoir s'évanouir. Kevin fixait le sol. Mélissa avait les larmes aux yeux, bien que je ne puisse dire si c'était par culpabilité ou par peur. J'ai ouvert ma sacoche et sorti le classeur à 3 anneaux. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est ce que j'ai fait pendant que tout cela se passait. Le visage de papa a changé. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la panique peut-être, ou la première lueur de conscience de ce qui allait arriver. Voyez-vous, même si j'étais exclue de chaque événement familial depuis 6 mois, j'ai continué à faire quelque chose de très spécifique. Quelque chose que je fais depuis 4 ans. J'ai ouvert le classeur à la première page. Ceci est un relevé bancaire de décembre 2018. Il montre un virement automatisé de 1 400 € de mon compte vers un compte courant joint appartenant à Robert et Linda Morrison. C'est vous, maman et papa. J'ai sorti la page suivante.
Voici janvier 2019. Encore 1400 €. Février, mars, avril. J'ai commencé à étaler les pages sur la table basse, l'une après l'autre, créant une piste de papier sur la surface. 53 mois consécutifs de virement de 1400 €. Cela fait un total de 74 200 €. Quelqu'un a halté. Plusieurs personnes, en fait. J'ai entendu quelqu'un murmurer, « Oh mon Dieu !» La voix de maman était à peine audible. « Nathan, s'il te plaît. » Attends, je n'ai pas fini avec la partie intéressante. J'ai sorti mon ordinateur portable de ma sacoche, l'ai ouvert et l'ai tourné pour que tout le monde puisse voir l'écran. Ceci est l'historique de votre hypothèque, papa. C'est un document public, très facile d'accès. En juin 2018, vous avez reçu un avis de pré-saisie. Votre prêt hypothécaire à taux variable avait augmenté à 2 600 € par mois, et votre pension de 3 000 € ne suffisait plus à le couvrir, en plus des impôts fonciers et des frais de subsistance. J'ai cliqué sur l'écran suivant. C'est à ce moment-là que tu m'as appelé. Tu te souviens de cette conversation? Tu avais besoin de 1400 € par mois juste le temps que le refinancement soit réglé. C'était il y a plus de 4 ans. Le refinancement n'a jamais eu lieu. Les 1400 € sont devenus permanents. J'ai regardé ma famille élargie, les observant traiter cette information. Maintenant, voici où ça devient vraiment fascinant. Pendant les 3 premières années et demie, je faisais partie de la famille. J'ai assisté à chaque fête, chaque anniversaire, chaque célébration. Puis, en juin de cette année, j'ai été retirée du groupe WhatsApp familial parce que ma femme est mexicaine. J'ai sorti d'autres captures d'écran. Mais les 1400 € ont continué d'arriver chaque mois. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois de paiement après mon exclusion. Cette fois 1400 €, ça fait 9 800 €. C'est ce que j'ai payé pour soutenir une famille qui a décidé que je n'en faisais plus partie. Le silence était suffocant. Je pouvais voir les gens faire des calculs dans leur tête, leur visage passant de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur. « Kevin », ai-je dit en me tournant vers mon frère. Tu te souviens quand tu m'as appelé en novembre pour me demander 3 700 € pour ta boîte de vitesse? Tu me l'as demandé parce que tu pensais que j'avais de l'argent en plus. Mais tu veux savoir ce qui est drôle? Si papa t'avait dit la vérité sur l'origine de sa stabilité financière, tu aurais réalisé que j'avais déjà donné plus de 70 000 € à la famille à ce moment-là. Tu me demandais plus d'argent en plus de celui que je fournissais secrètement depuis des années. Kevin avait l'air malade. Je me suis tournée vers papa. Et toi? Tu as posté un message sur la force de la famille et à quel point tu étais fier de n'avoir jamais eu à dépendre de quiconque en dehors de la famille. Tu as posté ça en décembre tout en déposant mon argent sur ton compte. De l'argent qui a empêché cette maison d'être saisie. De l'argent qui a payé le fumoir que tu as utilisé à Thanksgiving. De l'argent qui paie probablement le dîner de côte de bœuf que vous servez aujourd'hui. Le visage de papa était passé de défensif à cendré. Tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la, ai-je dit sèchement. Explique à tout le monde ici comment tu m'as retiré des communications familiales, m'as exclu des événements familiaux, as traité ma femme d'étrangère, puis as tranquillement continué à accepter mon argent sans le dire à personne. Explique comment tu as parlé de valeurs familiales tout en commettant une fraude en t'attribuant le mérite d'une stabilité financière que je fournissais. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père, l'homme qui avait toujours une réponse, qui contrôlait toujours le récit, complètement sans voix. Maman s'est avancée, sa voix tremblante. Nathan, ton père essayait de protéger la vie privée de la famille. De son propre fils, ai-je interrompu. Laisse-moi te poser une question, maman. Tous ces mois, quand tu as vu ma chaise vide aux événements familiaux, que te disais-tu? Comment as-tu rationalisé l'exclusion de ton propre enfant? Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Ton père disait que tu étais occupé par le travail. Et tu as cru ça pendant 6 mois d'affilée? Tu as cru que j'étais trop occupée pour le baptême de mon neveu, l'anniversaire de papa, Thanksgiving et Noël? J'ai secoué la tête.
Ou as-tu simplement choisi de ne pas poser de questions parce que c'était plus facile que d'affronter ce qui se passait vraiment? Mélissa a pris la parole, sa voix faible. On ne savait pas pour l'argent, Nathan. Je te jure qu'on ne savait pas, vous ne saviez pas ou vous n'avez pas demandé, ai-je rétorqué. Tu as assisté à un baptême auquel je n'étais pas invité. Tu as posté des photos en sachant que je les verrais. Tu as participé à chaque événement familial pendant que j'étais exclu. Que tu aies su pour l'argent ou non, tu as choisi de suivre mon effacement. David, toujours debout au fond de la pièce, a parlé calmement. J'ai essayé de dire aux gens que ce n'était pas bien, que ça n'avait pas de sens. Je sais que tu l'as fait, ai-je dit. Tu es le seul à avoir remis ça en question, le seul à avoir vraiment pris de mes nouvelles. J'ai regardé à nouveau la famille assemblée. Le reste d'entre vous a fait un choix. Vous avez choisi le confort plutôt que la confrontation. Vous avez choisi des réunions de famille faciles plutôt que de poser des questions difficiles sur la raison de mon absence. Oncle Mike, le frère de papa, s'est raclé la gorge. Robert, tout cela est-il vrai? As-tu vraiment pris de l'argent à Nathan tout en l'excluant? Le visage de papa est devenu rouge. C'est plus compliqué qu'il ne le fait paraître. C'est en fait très simple, ai-je interrompu. Voici ce qui va se passer ensuite. Ce virement automatisé que je vous ai montré, celui qui fonctionne depuis 53 mois. Je l'ai annulé la semaine dernière. Le dernier paiement a déjà été traité. Il n'y aura pas de paiement en janvier, pas de paiement en février, plus jamais de paiement. La couleur a complètement quitté le visage de papa. Tu ne peux pas, je le peux absolument. C'est mon argent. Je le donne volontairement depuis 4 ans. Maintenant, j'arrête volontairement. La main de maman est allée à sa bouche. Elle a compris immédiatement ce que cela signifiait. Sans ces 1400 €, leur budget mensuel avait un trou béant. L'hypothèque deviendrait impossible. Les impôts fonciers deviendraient impossibles. Tout deviendrait impossible. Nathan, s'il te plaît, a murmuré maman. On peut arranger ça. On peut en parler. On aurait pu en parler en juin quand papa m'a retiré du groupe WhatsApp, ai-je dit. On aurait pu en parler à n'importe lequel des événements familiaux auxquels je n'étais pas invité. On aurait pu en parler quand Kevin a appelé pour demander de l'argent alors que je soutenais déjà secrètement toute la famille. J'ai fermé mon ordinateur portable. Mais nous n'en avons pas parlé parce que vous tous, vous avez choisi le silence. Kevin a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie sur un ton défensif et en colère. Et alors? C'est de la vengeance? Tu vas couler les finances de maman et papa parce que tu as été vexé? Vexé, ai-je répété, ma voix s'élevant pour la première fois. Ma femme a été traitée d'étrangère. J'ai été effacée numériquement de la famille. J'ai été exclue du baptême de mon propre neveu. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à payer 1400 € par mois pour soutenir la famille qui m'a rejetée. Je me suis avancée vers Kevin. Tu veux parler de vengeance? Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des conséquences. Il y a une différence. Ils vont perdre la maison, a dit Mélissa, des larmes coulant sur son visage. Ils ont des options, maintenant, ai-je répondu. Ils peuvent vendre cette maison et acheter quelque chose qui correspond à leurs moyens réels. Ils peuvent prendre plus petit, déménager dans un appartement, demander des augmentations de pension, réduire leurs dépenses. J'ai regardé papa. Ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est prétendre être financièrement indépendants tout en dépendant secrètement du fils qu'ils ont exclu. Tante Marie a de nouveau pris la parole, sa voix tranchante de colère, mais elle n'était pas dirigée contre moi. Robert, je ne comprends pas. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu prendre de l'argent à ton propre fils tout en le traitant de cette façon? Je n'ai pas, a commencé papa, mais sa sœur l'a interrompu. Ne me mens pas. Je te connais depuis toujours. Je le vois sur ton visage. Tout ce que Nathan dit est vrai, n'est-ce pas? La pièce attendait. Tous les yeux étaient sur papa. Il a regardé autour de lui, cherchant peut-être un allié, quelqu'un pour le défendre. Il n'en a trouvé aucun. Même maman s'était légèrement éloignée de lui, créant une distance physique. Des choses ont été dites dans le groupe WhatsApp qui étaient des affaires de famille privées,
a finalement dit papa, la voix tendue. J'ai pris la décision de protéger ces conversations. En excluant ton propre fils à cause de la femme qu'il a épousée, a déclaré tante Marie sans détour. C'est la vraie raison, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas qu'Isabelle voie ce que vous disiez vraiment. La mâchoire de papa s'est crispée. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. Puisque nous sommes dans les révélations, laissez-moi vous lire quelque chose du groupe WhatsApp. C'est du 23 juillet. Message de papa, les temps changent, mais nous n'avons pas à changer avec eux. Cette famille a des valeurs et nous devons les protéger. Parfois, cela signifie faire des choix difficiles sur qui a une voix à notre table. Des halètements et des murmures ont parcouru la pièce. Certains semblaient véritablement choqués. D'autres avaient l'air mal à l'aise, reconnaissant peut-être le racisme codé dans les mots de papa. Et en voici un autre d'octobre, ai-je continué. Papa a écrit, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant pour vous tous. Nous avons réussi à garder cette maison et cette famille unie grâce au travail acharné et au sacrifice. Je suis fier que nous n'ayons jamais eu à dépendre de quiconque en dehors de la famille. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Il a écrit ça pendant que mon virement de 1 400 € était en cours de traitement. Pendant que moi, le fils exclu, je sauvais littéralement sa maison de la saisie. Oncle Mike a secoué la tête lentement. Robert, c'est honteux. Vraiment honteux. Kevin a tenté une dernière défense. D'accord, mais Nathan, tu n'étais pas obligé de continuer à envoyer l'argent si tu étais si contrarié d'être exclu. Tu as raison, ai-je convenu. J'aurais pu arrêter en juin. Mais je voulais savoir jusqu'où cela irait. Je voulais une documentation parfaite de chaque euro que je donnais tout en étant traité comme si je n'existais pas. Je voulais voir si quelqu'un le remarquerait, si quelqu'un poserait des questions, si quelqu'un se rendrait compte que la stabilité financière de papa ne tenait pas la route mathématiquement. J'ai fait un geste vers la pièce. Personne ne l'a fait. Vous avez tous simplement accepté la fiction confortable que papa gérait tout. Isabelle, qui était restée silencieuse à mes côtés pendant tout ce temps, a finalement pris la parole. Sa voix était calme mais claire. Je veux que vous sachiez tous quelque chose. Nathan ne m'a pas dit qu'il allait faire ça. Il ne m'a pas demandé la permission d'annuler les paiements. Quand il m'a dit ce qu'il prévoyait, je lui ai demandé s'il était sûr. Il a dit oui. Et vous savez quoi? Je suis fière de lui. Elle a regardé autour de la pièce, croisant des regards qui ne tenaient pas le sien. Vous m'avez traité d'étrangère. Certains d'entre vous me parlaient à peine lors des événements familiaux, même avant ça. Mais j'ai passé 5 ans à essayer de faire partie de cette famille. J'ai appris vos recettes. J'ai apporté de la nourriture à vos célébrations. J'ai souri à travers les commentaires sur les vrais Américains et les gens d'ici. Sa voix s'est affermie. Ma famille a accueilli Nathan dès le premier jour. Il l'appelle famille sans aucune condition. Alors, quand il me dit qu'il en a fini de soutenir financièrement des gens qui nous traitent tous les deux comme des moins que rien, je soutiens entièrement cette décision. Le silence après ces mots était profond. La honte était visible sur plusieurs visages. De bonnes personnes qui n'avaient pas participé à la décision de papa, mais qui ne l'avaient pas non plus contestée, qui avaient accepté l'exclusion comme normale pour éviter les conflits familiaux. Papa a finalement parlé, et ce qui est sorti était révélateur de son désespoir. Très bien, tu as fait valoir ton point. Tu m'as humilié devant tout le monde. C'est ce que tu voulais? Maintenant, vas-tu continuer à aider avec l'hypothèque ou non? L'arrogance dans sa question était stupéfiante. Après tout cela, sa principale préoccupation était de savoir si l'argent continuerait à arriver. Non, ai-je simplement dit. Je ne le ferai pas, alors, tu vas juste nous laisser perdre notre maison? Je vais cesser de vous empêcher de perdre une maison que vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a une différence. J'ai commencé à remettre ma documentation dans ma sacoche. Tu as fait des choix, papa. Tu as choisi de m'exclure. Tu as choisi de prendre mon argent secrètement. Tu as choisi de mentir à la famille sur ta situation financière. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Maman pleurait ouvertement maintenant. Nathan, s'il te plaît.
Nous pouvons arranger ça, en famille. Nous avons cessé d'être une famille en juin, ai-je dit. C'est vous tous qui l'avez décidé. J'accepte simplement votre décision et j'agis en conséquence. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois et j'ai ouvert mes emails. Avant de partir, je vais envoyer un email. Il contient tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Tous les relevés bancaires, toutes les captures d'écran, la chronologie de mon exclusion, les messages de papa sur les valeurs familiales, et mon décompte final de 74 200 € donnés pour soutenir des gens qui m'ont effacé. J'ai regardé autour de la pièce. Je l'envoie à tout le monde sur la liste de diffusion de la famille Morrison. Pas par vengeance, mais par transparence, pour qu'il n'y ait aucune confusion sur ce qui s'est passé ici et pourquoi. Nathan, ne. A commencé papa, mais j'étais déjà en train d'appuyer sur « Envoyer ». Trop tard. C'est fait. J'ai mis ma sacoche sur mon épaule. Joyeux Noël à tous. Isabelle et moi nous sommes dirigés vers la porte. Derrière nous, le silence commençait à se briser. Des voix s'élevaient, des questions étaient lancées à papa. Des membres de la famille sortaient leur téléphone pour vérifier leurs emails. J'ai entendu la voix de tante Marie, tranchante et en colère. Robert James Morrison, tu as détruit cette famille. À la porte, je me suis retournée une dernière fois. Une dernière chose. En février, quand votre paiement hypothécaire sera rejeté parce que vous n'aurez pas mes 1400 €, vous réaliserez exactement à quel point je contribuais à votre vie. Vous allez paniquer. Vous m'appellerez probablement. Peut-être que vous essaierez de vous excuser. Peut-être que vous essaierez de me faire culpabiliser. J'ai fait une pause. Ne vous donnez pas cette peine. Mon numéro est bloqué pour vous tous, sauf pour David. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, vous le gérez vous-même. Comme le fait une vraie famille. Nous sommes partis en silence. La main d'Isabelle serrant la mienne sur la console. Aucun de nous n'a regardé la maison en arrière. Mon téléphone, que j'avais placé dans le porte-gobelet, a commencé à vibrer sans cesse. Appels, textos, emails affluaient. J'ai tout ignoré. 5 minutes après le début du trajet, Isabelle a laissé échapper un souffle qu'elle semblait retenir depuis 1 heure. C'était la chose la plus brutale que j'ai jamais vue. Était-ce mal ? Ai-je demandé, mes mains stables sur le volant malgré l'adrénaline qui circulait encore en moi. Non. C'était nécessaire. Il y a une différence. Elle a serré ma main plus fort. Comment te sens-tu ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Comment je me sentais ? La famille que j'avais connue toute ma vie venait d'imploser de façon spectaculaire. J'avais publiquement détruit la réputation de mon père et délibérément fait en sorte que mes parents subissent de graves conséquences financières. Je l'avais fait méthodiquement, avec des documents et une planification, sans crier ni perdre le contrôle. Je me sens lucide, ai-je finalement dit. Pour la première fois en 6 mois, je me sens absolument lucide. Mon téléphone continuait de vibrer. Un appel de Kevin, un texto de Mélissa, un autre appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement une tante ou un oncle. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. David a texté, « Purée Nathan, c'est le chaos à la maison. Ton père essaie de prétendre que tu mens, mais tout le monde lit l'email. Ta tante Marie est en train de le démolir. Tu vas bien ? » J'ai répondu, « Je vais bien. Merci de m'avoir soutenu. Prends soin de toi là-bas. Ta mère demande s'il y a un moyen d'arranger les choses. Dis-lui qu'il n'y en a pas. C'est fini. » Isabelle a lu l'échange par-dessus mon épaule. Penses-tu que l'un d'eux comprendra vraiment pourquoi tu as fait ça ? Certains le comprennent déjà. Tu as vu les visages dans cette pièce ? Certains étaient vraiment choqués. Ils n'avaient aucune idée de ce que papa faisait. Ces gens-là pourraient finir par comprendre, ai-je dit en m'engageant sur l'autoroute pour retourner à Phoenix. Mais papa, Kevin, probablement Mélissa. Ils ne comprendront jamais. Ils feront de moi le méchant dans leur version de l'histoire. Peux-tu vivre avec ça ? Je dois. L'alternative était de continuer à être effacé tout en finançant leur vie. Ce n'était pas tenable. Nous avons passé la soirée à la maison,
à commander des pizzas et à délibérément ne pas vérifier mon téléphone. Les parents d'Isabelle ont appelé d'Hermosillo, inquiets après qu'Isabelle leur ait envoyé un bref résumé de ce qui s'était passé. La voix de son père est sortie du haut-parleur, chaleureuse et encourageante. « Mijo, tu as fait ce qu'il fallait. La famille ne signifie rien s'il n'y a pas de respect. » Le lendemain matin, la veille de Noël, j'ai finalement regardé mon téléphone. 73 appels manqués, plus de 200 textos, 56 emails. Je les ai parcourus cliniquement, lisant quelques messages de Kevin, « Tu as détruit notre famille par orgueil. Papa a fait des erreurs, mais tu es pire. Maman est dévastée. J'espère que tu es content. » De Mélissa, « Je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas. S'il te plaît, ne punis pas maman pour les erreurs de papa. On peut arranger ça si tu acceptes de nous parler. » D'une tante que je connaissais à peine, ton père se vante de sa gestion financière depuis des années. Maintenant, nous savons que tout était mensonge. Tu aurais dû le dénoncer plus tôt. D'oncle Mike, ton père et moi avons eu une longue conversation hier soir. Il a admis avoir fait preuve d'un mauvais jugement. La famille est fracturée. Je ne sais pas si cela peut être réparé, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu l'as fait. Et de maman, envoyée à 4 heures du matin, Nathan, je suis tellement désolée. J'aurais dû parler en juin. J'aurais dû interroger ton père. J'ai choisi la voie de la facilité et j'ai perdu mon fils. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je ne suis pas sûre de pouvoir me pardonner moi-même. Ce dernier message pesait lourd dans ma poitrine. Les excuses de maman semblaient sincères d'une manière que rien d'autre ne l'avait été, mais elles semblaient aussi insuffisantes. 6 mois de silence, de complicité, ne pouvaient pas être effacés par un texto de fin de nuit. Isabelle l'a lu par-dessus mon épaule. Vas-tu lui répondre? Pas encore. Peut-être jamais. Je ne sais pas, le 26 décembre, David a appelé. Tu dois savoir ce qui se passe. Ton père raconte à qui veut l'entendre que tu es vindicatif et ingrat. Il prétend que l'argent était un prêt qu'il comptait rembourser. Il dit que tu lui as tendu une embuscade à Noël, une forme de guerre psychologique. Est-ce que quelqu'un le croit? Certains oui. Ton frère soutient complètement sa version. Mais une grande partie de la famille, non. Ta tante Marie a appelé des parents et a partagé l'email que tu as envoyé. La documentation est assez accablante, Nathan. Les relevés bancaires ne mentent pas, et maman? Elle parle à peine. Elle reste surtout dans sa chambre. Je pense qu'elle est vraiment dévastée. Et la situation de la maison? David a hésité. Ils essaient de trouver des options. Ton père a appelé la banque pour voir s'il pouvait refinancer, mais sans tes revenus à ajouter à la demande, ils ne sont pas éligibles. Ils cherchent des possibilités de prendre plus petit, mais tout ce qui est dans leur budget se trouve dans des quartiers difficiles, et ta mère refuse d'envisager cette option. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, et je le pensais. Janvier est arrivé avec le bref hiver de l'Arizona. Le premier paiement hypothécaire sans mes 1 400 € était dû. Je ne savais pas si mes parents avaient réussi à le couvrir d'une manière ou d'une autre en vendant quelque chose, en empruntant à quelqu'un, en piochant dans leur épargne retraite. Je n'ai pas demandé. David a cessé d'envoyer des mises à jour, sauf si je le lui demandais spécifiquement, respectant la limite que j'avais fixée. Isabelle et moi avons passé le nouvel an avec sa famille à Hermosillo. La maison de ses parents était remplie de chaleur, de rire, de nourriture et d'acceptation inconditionnelle. Son père apportait un toast à la famille. La vraie famille, a-t-il précisé, celle qui est construite sur le respect et l'amour, plutôt que sur l'obligation et le sang. Alors que minuit approchait et que les feux d'artifice illuminaient le ciel de la ville, Isabelle m'a pris à part sur la terrasse. « Le regrettes-tu » a-t-elle demandé. « Quoi que ce soit ?» J'ai réfléchi sérieusement à la question, examinant mes sentiments avec la clarté que la distance m'avait apportée. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que ma famille ait choisi la voie qu'elle a choisie. Mais est-ce que je regrette ma réponse? Non. Pas le moins du monde. Bien, a-t-elle dit, et elle m'a embrassé alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nous. Février a apporté les conséquences que j'avais prévues.
Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Le compte de papa n'avait pas les fonds suffisants. La banque a imposé des frais et envoyé des avis. Je le savais parce que Kevin a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué, dans son désespoir, a laissé un message vocal: Nathan, la maison va être saisie. C'est de ta faute. Quel que soit le message que tu essayais de faire passer, tu l'as fait passer. Maintenant, arrange ça avant que maman et papa ne perdent tout. J'ai effacé le message vocal sans répondre. Mars a apporté la procédure de saisie. La banque a déposé les documents officiels. Mes parents avaient 90 jours pour mettre l'hypothèque à jour ou faire face à l'expulsion. Pendant ce temps, plusieurs membres de la famille m'ont contacté par divers canaux. Des cousins éloignés, des amis de la famille, même le barbier de mon enfance qui avait entendu parler de la situation par le bouche à oreille de la famille Morrison. Certains messages étaient accusateurs: tu laisses tes parents âgés devenir sans abri pour une rancune. D'autres étaient manipulateurs: ta mère a des problèmes de santé liés au stress. Ton orgueil vaut-il sa vie? Certains étaient sincèrement curieux: peux-tu expliquer ce qui s'est réellement passé? On entend différentes histoires. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Isabelle a géré les quelques messages qui sont arrivés sur ses réseaux sociaux, déclarant poliment mais fermement que la situation était une affaire de famille privée et que nous ne ferions aucun autre commentaire. En avril, la réalité s'était pleinement imposée à mes parents. Ils ont mis la maison de Scottsdale en vente. Le marché était bon et ils ont reçu plusieurs offres en 2 semaines. La maison dont papa avait été si fier, qui avait représenté son succès et sa stabilité, s'est vendue pour assez pour rembourser le reste de l'hypothèque et leur laisser environ 74 000 € de capital. David a rapporté qu'ils avaient trouvé un appartement de 2 chambres dans un quartier moins aisé de Phoenix. Le loyer était de 1 100 € par mois, juste dans leur budget avec leurs 2 pensions et sans hypothèque. Maman devrait retourner travailler à plein temps au lieu de temps partiel. Papa devrait s'adapter à des circonstances considérablement réduites. Fini les dîners de côte de bœuf pour 30 personnes. Fini le whisky cher. Fini de jouer au patriarche prospère. Ta mère m'a demandé de te dire qu'il déménage la semaine prochaine, m'a dit David lors d'un de nos appels, désormais rares. Elle voulait que tu le saches, au cas où tu voudrais récupérer des affaires de la maison. Je ne veux rien de là-bas, ai-je répondu. Elle voulait aussi que je te dise qu'elle comprend pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Elle a dit de te dire qu'elle est désolée et qu'elle espère qu'un jour, tu seras peut-être disposé à lui parler. Pas maintenant. Elle sait que c'est trop tôt. Mais un jour. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine à ces mots. Qu'est-ce que papa a dit? Papa dit que tu es mort pour lui. Qu'il ne veut plus jamais entendre ton nom. Le sentiment est mutuel. En mai, j'ai reçu une lettre inattendue. Un courrier physique, manuscrit sur du papier que j'ai reconnu comme étant celui de maman. Isabelle m'a trouvé en train de regarder l'enveloppe non ouverte. Vas-tu la lire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, veux-tu que je la lise d'abord? Je peux te résumer si c'est manipulateur. Je la lui ai tendue. Elle a ouvert l'enveloppe avec soin, a déplié 2 pages de l'écriture soignée de maman et a lu en silence. Son expression a changé au fur et à mesure qu'elle traitait le contenu. Surprise, tristesse, quelque chose qui aurait pu être du respect. Ce n'est pas manipulateur, a-t-elle finalement dit. C'est une prise de responsabilité. Elle énumère chaque moment où elle aurait dû parler et ne l'a pas fait. Chaque fois qu'elle a choisi le confort de ton père plutôt que ta dignité. Elle ne demande pas de pardon ni n'essaie de s'excuser. Elle assume tout. Absolument tout. Est-ce qu'elle mentionne l'argent? Oui. Elle dit qu'elle ne savait pas, les premières années, que ton père s'attribuait le mérite de la stabilité que tu fournissais, mais elle admet l'avoir découvert il y a environ 1 an. Elle a trouvé un relevé bancaire avec ton virement. Elle a confronté ton père et il lui a dit que c'était temporaire et de ne le mentionner à personne. Elle dit qu'elle aurait dû te le dire immédiatement. Elle dit qu'elle a choisi de protéger son mariage au lieu de son fils. Je suis resté silencieux un long moment. Autre chose? Elle termine en disant qu'elle a emménagé dans l'appartement avec ton père, mais qu'elle ne sait pas si leur mariage survivra à cela. Elle dit qu'elle le voit clairement maintenant, d'une manière qu'elle ne voyait pas avant. Et elle dit que,
peu importe ce qui se passera entre elle et ton père, elle comprend qu'elle a détruit sa relation avec toi et que c'est son fardeau à porter. Isabelle a plié la lettre et me l'a tendue. Je ne l'ai pas prise. Mets-la dans le tiroir de mon bureau. Je la lirai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En décembre de l'année suivante, presque exactement 12 mois après la confrontation de Noël, ma vie s'était stabilisée en quelque chose de nouveau et d'étonnamment paisible. Isabelle et moi avions déménagé dans un appartement plus grand dans un meilleur quartier, acheté avec de l'argent qui serait allé à l'hypothèque de mes parents. Nous avions pris 2 semaines de vacances au Mexique pour visiter sa famille élargie. J'avais reçu une promotion au travail avec une augmentation substantielle. La famille Morrison s'était complètement fracturée. Kevin ne me parlait plus, son allégeance étant fermement du côté de papa. Melissa avait envoyé quelques messages timides par l'intermédiaire de David au fil des mois, demandant surtout si j'allais bien, sans jamais vraiment s'excuser, mais sans jamais non plus défendre ce qui s'était passé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Papa et maman s'étaient en effet séparés, selon les mises à jour de David. Maman a demandé le divorce en août, ce qui a choqué la famille élargie presque autant que ma révélation de Noël. Apparemment, voir l'égoïsme et la malhonnêteté de son mari étalés au grand jour avait brisé les fondations restantes de leur mariage. Papa vivait maintenant seul dans un studio, ayant pris un travail à temps partiel dans une quincaillerie pour compléter sa pension insuffisante. Maman vivait avec tante Marie, la sœur de mon père, qui avait été l'une des premières à condamner ses actions. Les deux femmes s'étaient apparemment rapprochées à travers le chaos, unies par leur désillusion envers l'homme qui dominait leurs deux vies, en tant que frère pour l'une, mari pour l'autre. Je ne connaissais ces détails que parce que David continuait d'être mon seul lien avec la famille Morrison. Nous déjeunions ensemble chaque mois, et il me tenait au courant sans que j'aie à le demander. J'appréciais sa loyauté, bien que je me demande parfois s'il était sage de maintenir même ce mince fil avec mon ancienne famille. Ta mère demande de tes nouvelles chaque fois que je la vois, m'a dit David lors d'un déjeuner à la mi-décembre. Elle ne me presse jamais de transmettre des messages ou d'organiser des rencontres. Elle demande juste si tu vas bien. Si tu es heureux. Que lui dis-tu? La vérité. Que tu sembles plus heureux que je ne t'ai jamais vu. Que Isabelle s'épanouit. Que vous allez tous les deux très bien sans les drames familiaux. Il a fait une pause. Elle pleure quand je lui dis ça. Mais elle dit aussi qu'elle est contente. Que tu mérites le bonheur même si elle n'en fait pas partie. Isabelle et moi avons passé ce deuxième Noël à Hermosillo à nouveau, entouré de sa famille. Sa mère avait appris à faire mes plats préférés. Son père m'apprenait des blagues mexicaines en espagnol que je ne comprenais toujours pas tout à fait, mais dont je riais quand même. Ses frères et sœurs me traitaient comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. Le soir de Noël, la mère d'Isabelle m'a pris à part dans la cuisine. Mijo, puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr, Mama Rosa. Est-ce qu'il te manque? Ta famille? J'ai réfléchi attentivement à la question. Ce que je pensais qu'ils étaient me manque. La version d'eux que je m'étais construite dans ma tête me manque. Mais les personnes qu'ils sont vraiment, celles qui ont pu m'exclure tout en prenant mon argent, qui ont pu traiter Isabelle d'étrangère, qui ont choisi des mensonges confortables plutôt que des vérités inconfortables. J'ai secoué la tête. Non, ces gens-là ne me manquent pas du tout. Elle m'a tapoté la joue avec une affection chaleureuse. Bien. Tu mérites une famille qui te choisit chaque jour, pas seulement quand c'est pratique. Alors que la nouvelle année approchait, j'ai reçu une dernière communication de mon ancienne vie. Un email d'oncle Mike, le frère de papa. L'objet était « Tu devrais savoir ». L'email était bref. Nathan, ton père a eu une crise cardiaque il y a 3 jours. Il est stable, mais c'était sérieux. Les médecins disent que c'est lié au stress. La pression financière, le divorce, l'isolement. Ta mère lui a rendu visite à l'hôpital malgré tout. Melissa et Kevin sont là tous les jours. Je te dis ça non pas parce que j'attends que tu fasses quoi que ce soit, mais parce que tu as le droit de savoir. Quelle que soit ta décision, je la respecte. Oncle Mike. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Isabelle l'a lu par-dessus mon épaule, sa main se posant sur mon dos. Que ressens-tu? Rien, ai-je dit. Et c'était vrai.
La nouvelle que papa avait subi une crise cardiaque n'a produit aucune réaction émotionnelle en moi. Aucune culpabilité, aucune satisfaction, aucune tristesse, juste rien. Est-ce mal? Je ne pense pas que les sentiments puissent être mauvais. Ils sont, c'est tout. Je ne vais pas lui rendre visite. Je sais que les gens diront que je suis sans cœur. Les gens le disent déjà. Qu'est-ce que quelques opinions de plus? J'ai fermé l'email sans répondre. Quoi qu'il arrive à mon père à partir de ce moment, cela se passerait sans ma participation. Il avait dit que j'étais mort pour lui. Le sentiment était mutuel, et une urgence médicale ne changeait pas cette vérité fondamentale. Quelques jours plus tard, David a appelé avec une mise à jour. Ton père se remet. Il va bien physiquement, mais la crise cardiaque a en quelque sorte brisé quelque chose en lui. Il a essayé d'appeler des gens, de faire amende honorable. Il m'a appelé pour s'excuser de ne pas avoir vu clairement ce qu'il t'avait fait. Il a appelé ta tante Marie en disant qu'il avait fait des erreurs. Presque tout le monde lui dit qu'il est bien trop tard pour les excuses. Est-ce qu'il essaie de me contacter? Il m'a demandé ton numéro. Je lui ai dit que je ne le donnerais pas sans ta permission. Ne le lui donne pas. Je pensais ce que j'ai dit. C'est fini. C'est ce que je pensais, mais je devais demander. David a fait une pause. Ta mère n'a pas essayé d'utiliser ça comme une excuse pour te contacter. Elle a en fait dit à ton père que sa crise cardiaque n'effaçait pas ce qu'il avait fait et qu'il devait accepter qu'il avait détruit sa relation avec toi de façon permanente. Elle a été étonnamment ferme sur les limites. Cette information a apaisé quelque chose en moi. Le respect constant de maman pour le mur que j'avais construit entre nous, son refus d'utiliser la crise médicale de son ex-mari comme levier de réconciliation. Cela suggérait une véritable compréhension des dommages qui avaient été causés. Cela ne guérissait rien, mais c'était noté. Le printemps est arrivé, apportant la chaleur intense de l'Arizona et l'anniversaire de la période la plus transformatrice de ma vie. Isabelle et moi étions assis sur notre terrasse un soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes violentes d'orange et de pourpre, quand elle a demandé, si tu pouvais retourner en juin dernier, en sachant tout ce qui allait se passer, ferais-tu les choses différemment? Quelle partie? Les aurais-je confrontées plus tôt? N'importe quelle partie. Tout. J'ai pensé au classeur de preuves que j'avais compilé, à la confrontation de Noël, à la satisfaction froide de voir la compréhension poindre sur leur visage alors que je leur exposais exactement ce qu'ils avaient fait. La rupture complète des liens avec des gens qui m'avaient connu toute ma vie. Non, ai-je dit fermement. Je ne changerai rien. Ils devaient faire face aux conséquences. Des conséquences réelles, permanentes. Pas de pardon, de seconde chance et de séances de thérapie familiale où tout le monde pleure et promet de faire mieux. De vraies conséquences. Ton père a eu une crise cardiaque. Ce sont des conséquences assez permanentes. Auto-infligées, ai-je rétorqué. Le stress qu'il a ressenti venait du fait de faire face à la réalité de ses actions. Je n'ai pas causé sa crise cardiaque. Ses choix l'ont fait. Ses mensonges, son racisme, sa fraude. C'est ça qui a causé son stress, qui a causé sa crise cardiaque. J'ai juste refusé de continuer à cautionner le système qu'il avait construit. Isabelle a hoché la tête lentement. Tu sais ce que je respecte le plus dans ce que tu as fait? Tu n'as jamais vacillé. Pas une seule fois en 18 mois, tu n'as exprimé de regret ou de doute. Tu as décidé de ce que tu valais et tu t'y es tenu. Ils m'ont pris 74 200 € tout en me traitant comme si j'étais interchangeable. Le moins que je pouvais faire était de cesser d'être interchangeable. Alors que l'été s'installait et que le 2e anniversaire de mon exclusion approchait, j'ai réalisé que je pensais rarement à la famille Morrison. Ils étaient devenus comme une histoire que j'avais entendue sur quelqu'un d'autre, intéressante par son drame, mais distante et émotionnellement non pertinente. J'avais construit une nouvelle vie, une meilleure vie, avec des gens qui m'appréciaient vraiment. Ma famille de cœur se composait maintenant des parents d'Isabelle, de collègues de travail devenus de vrais amis, de David et sa femme, et de Tyler, un collègue qui avait vécu une rupture familiale similaire et comprenait le deuil spécifique de perdre des personnes qui étaient censées être permanentes.
Nous célébrions les fêtes ensemble, nous nous soutenions dans les défis professionnels et nous construisions le genre de relation que mes parents de sang s'étaient avérés incapables de maintenir. En août, j'ai reçu un email d'un avocat représentant ma mère. L'objet était « Information sur la planification successorale ». Mon estomac s'est instinctivement noué. Maman était-elle malade, mourante ? L'email expliquait que maman mettait à jour son testament et voulait que je sache que j'étais désignée comme bénéficiaire. L'avocat a souligné que cette notification n'impliquait aucune obligation et que maman avait spécifiquement demandé qu'aucune réponse ne soit attendue ou requise. L'email incluait une note personnelle de maman, relayée par l'avocat. Je veux que tu saches que tes arrières sont assurées, même si je sais que les choses matérielles ne réparent pas les relations brisées. Ce n'est pas une tentative d'acheter le pardon ou de forcer le contact. C'est simplement m'assurer que l'on prend soin de toi, comme j'aurais dû le faire depuis le début. J'espère que tu es heureux, Nathan. Tu mérites le bonheur. Linda. Isabelle a lu l'email et a observé, elle a vraiment appris à respecter les limites. C'est une progression. Ça ne change rien. Je sais. Mais tu peux reconnaître la progression sans avoir à pardonner ou à te réconcilier. Elle avait raison. Le respect constant de maman pour mes limites, son refus d'utiliser les alertes médicales ou les questions juridiques comme levier de contact, son apparente acceptation sincère d'une séparation permanente. Cela démontrait un apprentissage, même si cet apprentissage arrivait trop tard pour avoir de l'importance. Au moment où décembre est arrivé pour la 3e fois depuis la confrontation, j'avais complètement reconstruit les fondations de ma vie. Le vide où se trouvait la famille Morrison avait été comblé avec de meilleurs matériaux, des gens qui me choisissaient activement, à plusieurs reprises, sans condition ni exigence. La veille de Noël, Isabelle et moi avons organisé un dîner dans notre appartement pour notre famille de cœur. Ses frères et sœurs en visite du Mexique, David et sa femme, Tyler et son partenaire, et plusieurs amis du travail. La table était bondée, bruyante de rires et de conversations en anglais et en espagnol. Quelqu'un a porté un toast aux « familles que nous choisissons », et tout le monde a applaudi. Plus tard, alors que nous rangions, Isabelle a dit « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir ? Tu ne les mentionnes plus jamais. Ta famille de naissance. Ils prenaient tellement de place dans tes pensées, et maintenant, ils ont juste disparu. Est-ce froid ? Non, c'est sain. Tu leur as donné toutes les chances de bien faire les choses. Ils ont fait le mauvais choix à plusieurs reprises. À un moment donné, limiter les pertes n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. J'ai pensé à papa seul dans son studio, à Kevin défendant toujours un comportement indéfendable, aux tentatives timides de Melissa pour recoller les morceaux, à maman vivant avec les conséquences d'avoir choisi son mari plutôt que son fils jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne ressentais aucune satisfaction face à leur situation diminuée, mais aucune culpabilité non plus. Juste la reconnaissance neutre que les personnes qui font des choix destructeurs font face à des résultats destructeurs. La famille Morrison n'avait pas implosé parce que je les avais dénoncés, mais parce que leur fondation était pourrie depuis le début, construite sur une acceptation conditionnelle, une malhonnêteté financière et le genre de racisme désinvolte que les familles se disent ne pas vraiment compter comme du racisme. J'avais simplement tiré le rideau et forcé tout le monde à voir ce qui était déjà là. Certains membres de la famille avaient choisi différemment après avoir vu clairement. Tante Marie, oncle Mike, David. Ils avaient pris le parti de la responsabilité plutôt que de l'unité familiale confortable. D'autres avaient persisté, choisissant de blâmer le messager plutôt que de faire face au message. C'était leur choix à faire et leurs conséquences à vivre. Quant à moi, j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. La famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation. Elle est définie par le respect, choisi quotidiennement et démontré par des actions. La famille Morrison avait cessé d'être ma famille au moment où ils avaient décidé que j'étais interchangeable. Tout ce qui a suivi n'était qu'une acceptation de cette réalité et une action en conséquence. 3 ans plus tard, j'avais construit quelque chose de mieux sur les décombres de ces fondations démolies. J'avais une femme qui m'appréciait entièrement, des beaux-parents qui me traitaient comme un fils sans condition, des amis qui étaient toujours là, et une vie qui semblait authentique plutôt qu'obligatoire. Le nom de la famille Morrison ne signifiait plus rien pour moi, sauf comme un rappel de ce que j'avais survécu et surmonté. Je n'ai jamais lu la lettre de maman,
toujours dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Peu importe. La conclusion dont j'avais besoin n'était pas venue de leurs excuses ou de leurs explications, mais de ma propre décision de cesser de m'immoler par le feu pour tenir au chaud des gens qui ne reconnaîtraient même pas que j'étais en train de brûler. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.